Vous faites bien de nous suivre, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision. Tout de suite, le point consacré à l'actualité africaine. Commençons avec l'Union européenne qui s'est engagée à octroyer au Cameroun 116,7 milliards de francs CFA. C'était à l'occasion du lancement du nouveau programme indicatif multi-annuel 2021-2027 PIM que l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, Philippe Van Damme, a fait cette déclaration. Ce dernier a par ailleurs indiqué que cette allocation financière bilatérale pour 2025-2027 sera déterminée à la suite d'une revue de performance du portefeuille à mi-parcours en 2024. Il faut relever que les domaines de financement visés par l'Union européenne sont entre autres la gouvernance, la démocratisation, la paix et la stabilisation, la croissance inclusive, les emplois durables et le secteur privé, le développement durable et l'action pour le climat. Et à titre d'illustration, ces ressources vont permettre de renforcer la formation professionnelle et technique qualifiante adaptée aux besoins du marché de l'emploi dans les secteurs du numérique, favoriser l'insertion des jeunes, des femmes et groupes vulnérables, y compris les migrants et déplacés internes du Cameroun, en appuyant leur capacité à lancer leur propre activité génératrice de revenus. Pour engager le début de ce nouveau programme, l'Union européenne a annoncé qu'une initiative sera mise en œuvre dans les régions du septentrion du Cameroun en partenariat avec les États membres de l'Union européenne, leurs agences et les banques de développement et la Banque européenne d'investissement BEI. L'initiative est un projet qui met en commun l'expérience des acteurs européens au service d'action pour l'adaptation au changement climatique, la gestion concertée des territoires, le renforcement des systèmes agroalimentaires et l'ouverture d'opportunités socio-économiques durables. Toujours au Cameroun, mais cette fois-ci dans le secteur de l'exploitation forestière, la Direction générale des impôts du Cameroun supprime l'attestation de respect des obligations fiscales. Il faut dire que cette décision consacre désormais l'attestation de non-redevance comme la seule pièce exigible pour les acteurs de ce secteur forestier. Selon la DGI, cette nouvelle disposition réglementaire vise à alléger le nombre de documents souvent exigés aux opérateurs économiques en général et à ceux du secteur bois en particulier, car cela faisait doublon de demander 2 attestations pour justifier son seul statut de contribuable. La décision prise fait suite à l'application des dispositions de l'article L424 bis du Code général des impôts. Selon le communiqué rendu public le 28 janvier dernier, l'attestation de non-redevance est l'unique document certifiant que le contribuable n'est redevable d'aucune dette fiscale exigible à la date de sa délivrance. Il convient de noter ici que le secteur forestier reste un des maillons essentiels de l'économie camerounaise. En effet, selon une étude réalisée par l'organisation non gouvernementale Brain Forest, avec l'appui technique du Centre pour l'environnement et le développement CED, il contribue pour 6% au produit intérieur brut PIB du pays. Dans la sous-région Afrique centrale, le bois est aussi considéré comme l'un des premiers produits destinés à l'exportation. Réuni hier, mercredi 2 février 2022 à Addis Abeba en Éthiopie, le Conseil exécutif de l'Union africaine a entamé les travaux de sa 40e session ordinaire en prélude au 35e sommet de l'Union africaine prévu les 5 et 6 février prochains. À l'ouverture des travaux, le président de la Commission de l'Union africaine a fait le point sur les problématiques urgentes du continent. Il s'agit notamment de la paix et de la sécurité des États membres qui est menacée avec d'une part les conflits inter-États, le terrorisme au Sahel et dans la région des Grands Lacs et plus récemment les actes anticonstitutionnels. L'ouverture des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine était également l'occasion de faire le bilan d'étape sur la pandémie de Covid-19 et ses conséquences socio-économiques sur les économies africaines. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Faki, le taux de vaccination reste très faible sur le continent. En janvier 2022, seulement 10% de la population est créditée d'un schéma vaccinal complet, tandis que 11% est partiellement vacciné. Le problème ici étant la fourniture en vaccins, l'Union africaine reste optimiste sur les nouvelles pistes avec la mise en place de l'agence.
La Covid-19 continue de mettre en mal les économies africaines avec notamment la récession économique. Une récession qui a entraîné une baisse d'activité de l'ordre de 2%, suivie d'une hausse de l'inflation et l'alourdissement de la dette. Des situations qui peuvent compromettre la reprise économique post-Covid envisagée. Selon les études de la Banque africaine de développement BAD, l'Afrique à elle seule doit mobiliser 154 milliards de dollars pour apporter une réponse efficace à la crise économique. En Guinée-Bissau, suite au coup d'état manqué du 1er février dernier qui a fait 11 morts, l'armée bissau-guinéenne a lancé hier mercredi une vaste opération, y compris au siège du gouvernement, pour retrouver les commanditaires et les protagonistes de la tentative du putsch sur laquelle subsistent de nombreuses zones d'ombre. Une commission d'enquête a été créée. Selon un responsable militaire proche de cette commission, une vaste opération de recherche était en cours et des éléments des renseignements militaires se sont rendus au siège du gouvernement pour collecter des informations. Mais il faut dire que les nouvelles venues de Bissau font penser à la série de coups d'État dont l'Afrique de l'Ouest est le théâtre depuis août 2020, à 2 reprises au Mali, dernièrement au Burkina Faso et entre-temps en Guinée. Contrairement à ces pays où certains ont agi par exaspération face aux violences djihadistes ou aux abus du pouvoir, rien n'est venu accréditer chez les assaillants en Guinée-Bissau une volonté de prendre les commandes pour de telles raisons. Les causes de l'attaque restent donc l'objet de spéculations. Bien que le président Oumakou Sissoko, lui, pense que cette tentative de coup d'État serait liée au combat qu'il dit mener depuis son accession au pouvoir en 2020 contre le trafic de drogue et la corruption. En République démocratique du Congo, la chute hier mercredi d'un câble à haute tension a causé la mort à 26 personnes, parmi lesquelles des commerçants, des clients et des passants. Selon certains témoignages, pendant qu'il pleuvait, un orage a soudainement frappé le poteau du câble électrique haute tension et quand le câble a cédé dans sa chute, il a commencé à frapper les personnes autour et comme il y avait de l'eau sur le sol, beaucoup de personnes ont commencé à s'effondrer successivement. Les corps étendus sur les étals ont été transportés à la morgue. Et certains témoins de la tragédie ont déploré l'absence d'entretien des systèmes de drainage de la ville. Ces derniers datent de l'époque coloniale. Et en temps de pluie, les commerçants travaillent souvent les pieds dans l'eau. Suite à ce drame, le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé l'ouverture d'enquêtes afin d'établir les responsabilités. La Société nationale d'électricité a quant à elle précisé qu'un coup de foudre était à l'origine du sectionnement du câble à haute tension. La Société nationale d'électricité a ajouté qu'il est normalement interdit de construire ou de s'installer sous des lignes à haute tension, mais que le ministère des Terres congolais avait illégalement délivré des permis couvrant ces espaces malgré tout. Il faut relever que le mois dernier, le président Félix Tshisekedi avait décidé de délocaliser ce marché au regard du danger de son emplacement. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce point consacré à l'actualité africaine sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur ces mêmes antennes.